En retombant sur des anciennes vidéos, je me suis demandé si certains youtubeurs n'avaient pas un peu trop glorifié Elon Musk. Il est riche, il est célèbre, il est visionnaire. Je trouve qu'Elon Musk est incroyable. Cet ingénieur brillant, visionnaire, excentrique. Le mec fait 1000 trucs à la fois et tous ces trucs sont stylés. Elles sont pas si vieilles et pourtant ça fait bizarre de réentendre ça aujourd'hui. Elon Bon, du coup, je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une petite analyse. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 4 vidéos que des youtubeurs avaient sorties à propos d'Elon Musk entre 2018 et 2024 afin d'analyser cette fascination bizarre qu'il y a eu pour lui pendant des années. L'idée, c'est d'essayer de comprendre en quoi cette fascination a été symptomatique d'un aveuglement collectif qui nous a peut-être un peu empêché de voir certains signes avant-coureurs de la situation actuelle et du technofascisme qui se déploie sous nos yeux. Alors, ma grille d'analyse pour cette vidéo, ça va être celle du mythe de l'entrepreneur, un concept proposé par le chercheur Anthony Galuzzo, dans lequel il a étudié l'exemple de Steve Jobs en analysant toutes les biographies, les films, les reportages, les articles de presse qui ont été publiés sur lui, pour en tirer ce concept de mythe de l'entrepreneur, qui en gros désigne cette manière dont on érige certains entrepreneurs stars en génie, et comment on les fait rentrer dans notre panthéon des grands hommes qui auraient marqué l'histoire de l'humanité. Et ben moi je vais faire un peu la même chose avec Elon Musk, mais vu que je peux pas me pencher sur tout ce qui a été dit ou écrit à son propos, j'ai choisi de me focaliser sur 4 vidéos populaires du YouTube français qui nous racontent la vie d'Elon Musk. Cet homme fait ce qu'il veut, une vidéo de pur divertissement sortie en 2018 sur la chaîne de Squeezie. Comment devenir aussi productif que Elon Musk, une vidéo plutôt axée coaching sortie en 2021 sur la chaîne de Cyrus North. Vous aurez remarqué que j'ai pas la miniature, c'est que la vidéo a été supprimée entre temps, on y reviendra. Et enfin 2 vidéos de Gaspard G, la véritable histoire d'Elon Musk, une vidéo qui se veut plutôt journalistique ou documentaire sortie en 2022, et le dangereux virage politique d'Elon Musk qui est une sorte de suite ou de mise à jour de la première, sorti en novembre 2024 après l'élection de Donald Trump. Alors t'as pas besoin de les avoir vus ni de connaître ces 3 youtubeurs pour comprendre ce dont on va parler. Mais tu vas voir que malgré un ton et des démarches très différentes, ces 3 youtubeurs nous racontent quasiment mot pour mot la même histoire. Elon Musk selon Squeezie, Cyrus North et Gaspard G. Alors, pour réussir à rendre palpitante la vie d'un mec qui globalement passe son temps à travailler, nos 3 youtubeurs vont appliquer une recette précise en 3 étapes. Première étape, présenter Elon Musk comme un self-made man. Un personnage qui part de rien pour arriver au sommet, ça a beau être le ressort narratif le plus éculé, ça reste terriblement efficace. Le défi, ça va être de réussir à faire ça avec un fils d'africaneur qui a fait Stanford. Alors pour le faire galérer un peu, on va bien insister sur chaque détail qui montre que ça n'a pas été toujours facile pour lui. Il fait des petits boulots, pas bien payé, transporte des sacs de grains, il nettoie des chaudières. We had no money, we slept in our office. Et ensuite ça déroule, nos 3 youtubeurs ont choisi le même angle, se focaliser quasiment intégralement sur le Elon Musk, créateur d'entreprise. Avec son frère, il fonde un truc qui s'appelle Zip2. À 24 ans, il crée Zip2 avec son frère. Une première boîte avec son frère, Zip2, X.com, 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 Boring Company, Hyperloop, Neuralink, PayPal, SpaceX, Tesla. des entreprises et encore des entreprises. Et après ça, on va te citer au dollar près chaque montant gagné, perdu ou réinvesti par notre self-made man. Et Zip2 se fait ensuite racheter pour 341 millions de dollars. 310 millions de dollars. 307 millions de dollars. Lui, il se fait environ 22 millions de dollars. 15 millions de dollars en passant. Il revend PayPal. Pour la modique somme de 1,5 milliard de dollars. Il se fait 180 millions de dollars. 175 millions Milliards de dollars. En fait, se baser sur sa fortune comme fil rouge de notre histoire, ça permet non seulement de le faire partir symboliquement de zéro, et en plus de ça, ça permet de concrétiser son talent pour le business. Et toutes ces personnalités-là qui ont été visionnaires, qui ont créé un truc incroyable et qui sont devenus très riches grâce à ça, et ben il en fait partie. Et là, on arrive à la deuxième étape de notre recette, potentiellement la plus importante. Elon Musk n'est pas juste un businessman à succès, c'est avant tout un visionnaire. Parce que, à l'instar d'un Steve Jobs, il n'est pas là pour vendre des saucisses. Steve Jobs était très doué pour ça. Il s'est dit, moi je suis un artiste, je suis un humaniste, je suis un créateur, je suis un créateur visionnaire et je suis un designer de beaux objets. Ça m'intéresse pas l'argent. Par contre, Bill Gates, il pourrait vendre des saucisses, ça serait pareil. Il a aucune vision. C'est pas un artiste comme moi. C'est quelqu'un qui est un pur capitaliste qui est là pour gagner des parts de marché. Un entrepreneur, c'est donc avant tout quelqu'un qui a une vision, qui est capable de voir des choses que personne n'a été capable de voir jusqu'ici. Dans les récits, dans les biographies, biopics, il arrive, c'est le seul à avoir pensé,
C'est le seul à avoir compris ce que c'était que le futur et à inventer les outils de demain. Il veut empêcher l'extinction de l'humanité et il veut amener des humains sur Mars. Par exemple, toi, quand tu vas à la banque, je suis sûr que tu te focalises sur ce que tu vas dire à ton banquier. Eh bah, pas lui. En devenant millionnaire, Elon Musk a étrangement beaucoup plus de contacts avec son banquier, mais il trouve que les virements bancaires sont longs et ringards. Alors, il imagine un nouveau concept. Il veut créer une banque en ligne. C'est simple, s'il s'intéresse à quelque chose, il sera capable de voir comment cette chose peut être améliorée. Elon Musk s'est dit putain mais c'est relou de perdre le lanceur quand on envoie une fusée. Elon Musk il s'est dit mais on va faire un lanceur qui revient. Il est rentré dans sa Tesla qu'il a fait lui-même Elon Musk et il s'est dit putain c'est chiant, je perds 4 secondes à brancher le câble. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça? Et à force d'avoir raison avant tout le monde, il se retrouve évidemment un peu seul contre tous. Mais ce qui fait le génie de notre self-made man millionnaire, c'est sa capacité à agir sans avoir besoin d'attendre qu'on le comprenne. Il a même pas attendu l'autorisation des propriétaires des maisons sous lesquelles il y a le tunnel pour commencer à le creuser. Il s'en bat les couilles. D'ailleurs, il en a chié parce qu'en 2003, mon gars, personne croyait à la voiture électrique. Tous les gens se foutaient de sa gueule. Il y a plein d'interviews qui traînent sur le net où il se fait rabaisser, il se fait traîner dans la boue, c'est horrible. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il se fait plus embêter quand il réussit, hein, parce qu'il y a 10 ans, quand c'était le seul qui croyait en Tesla ou en SpaceX, là bizarrement il y avait assez peu de monde qui l'embêtait quoi. Mais en attendant, elle est là la voiture électrique. Bien joué Elon. Finalement, il a tellement d'avance sur nous qu'on se retrouve à le consulter comme une sorte d'oracle pour qu'il nous prédise le futur. C'est d'ailleurs toute la mécanique de la vidéo de Squeezie, qui se moque gentiment des maladresses des gens qui sont tous stressés à l'idée de poser une question à Elon Musk. Is this what Mars is going to be like? Just a dusty, waterless storm? Et enfin, la troisième étape de notre recette, la touche finale, la petite cerise sur le gâteau, c'est la cohérence biographique. En gros, on va te raconter que le petit Elon Musk était prédestiné, que déjà enfant, c'était un génie. Le jeune Elon fabrique des petites fusées en carton dès son enfance. En tout cas, on va monter en épingle tous les éléments qui viennent valider ce narratif. C'est par exemple parce que le petit Elon Musk était malheureux, qu'il s'est réfugié dans la lecture de romans de SF, qu'il s'est inventé des mondes imaginaires et que mécaniquement, il a fini par lancer des fusées dans l'espace. Elon Musk raconte que chez son père, il subit des violences physiques et psychologiques. Et dans cette lourde atmosphère, son envie de s'en aller se renforce. Il veut partir à l'aventure, découvrir des mondes encore inexplorés. Et donc finalement, savoir quelle était sa relation avec son père, est-ce qu'il préférait jouer avec son frère ou sa sœur, comment il a été affecté par le divorce de ses parents, ou est-ce qu'il a eu des conflits à l'école ou à la maison, et bah tout ça c'est plus important que de savoir dans quel type de famille, d'école ou de maison ça s'est passé. En fait, on va considérer que tout ce qui est gossip, drames familiaux ou trauma personnel en diront toujours plus sur sa personnalité complexe que son origine sociale. Et au final, dans cette littérature, c'est une littérature antisociologique, on nous explique qu'un entrepreneur produit sans être produit lui-même. Il va avoir une action sur le monde, mais le monde ne l'a en aucune manière façonné. C'est pour ça que je dis souvent que dans cette littérature, entrepreneur c'est Dieu, parce que voilà, qu'est-ce qui a créé le monde, c'est Dieu. Qu'est-ce qui a créé Dieu? Rien ni personne. Dieu est à l'origine de tout. Puis attention parce que là, on a une histoire qui a pris et qui fonctionne bien. Si on cherche trop à rationaliser ou à questionner la crédibilité de certains détails, on risque de faire tout retomber. Le plus important, c'est que le résultat final soit facile à comprendre et agréable à écouter pour notre public. Tourisme spatial, transport électrique, transport supersonique, c'était l'histoire d'Elon Musk. Bon alors, Squeezie, Cyrus North et Gaspard G nous racontent un peu la même histoire. Ils nous présentent Elon Musk comme un self-made man sorti du néant, guidé par sa clairvoyance, dont on va suivre l'ascension fulgurante jusqu'à ce que son destin se réalise et qu'il finisse par changer le monde. Et pourtant, je pense pas que ces youtubeurs se connaissent ni qu'ils se soient consultés pour écrire leurs vidéos. Et ces techniques narratives ont beau être extrêmement connues, comment se fait-il que les trois utilisent exactement cette même recette? Pourquoi nos trois youtubeurs racontent la même chose? Alors pour essayer de comprendre pourquoi ces 4 vidéos se ressemblent autant, j'ai fait la liste des sources citées par les youtubeurs et des éléments qu'on retrouve à l'écran dans chacune d'entre elles. Et le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que la grande majorité des sources sont des discours et des extraits d'interviews d'Elon Musk, ou bien directement des extraits de publicité ou de contenu de communication de ces entreprises. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que à part pour la vidéo de Squeezie qui date de 2018 et de toute façon en 2018 personne sur YouTube ne citait ces sources, du coup pour les 3 autres, on retrouve toujours des biographies. Et ben j'ai creusé un peu la question et vous allez voir qu'on va apprendre plein de trucs en s'intéressant à ces biographies. Commençons par s'intéresser à la première d'entre elles qu'on retrouve à la fois dans les sources de Gaspard G et qui est également citée par Cyrus North et qui s'intitule Elon Musk.
Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future. Elle a été écrite en 2015 par le journaliste Ashley Vance, et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'Elon Musk a autorisé quelqu'un à entrer dans son intimité et le suivre dans son travail afin de raconter sa vie. Il a même collaboré avec le journaliste en acceptant de répondre à ses questions. La seconde biographie, citée par Gaspard G, a été écrite en 2023 par Walter Isaacson, un autre journaliste américain, et s'intitule sobrement Elon Musk. Et en fait, là aussi, il a eu accès à l'intimité familiale et aux coulisses professionnelles du milliardaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Walter Isaacson, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'était également le biographe de Steve Jobs. Walter Isaacson, un pro de la bio qui en avait consacré une à Steve Jobs. Il a eu pendant près de 2 ans un accès total à Musk, ainsi qu'à son entourage familial, amical et professionnel. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Steve Jobs et Elon Musk sont allés chercher le même mec pour écrire leur biographie. Est-ce qu'il a un style ou une manière d'écrire particulière? Eh ben c'est Walter Isaacson lui-même qui répond à cette question dans la biographie qu'il a écrite de Steve Jobs. Il souhaitait que j'écrive une biographie sur lui. J'avais récemment publié celle de Benjamin Franklin et travaillé sur celle d'Albert Einstein. Je me suis demandé avec amusement si Steve Jobs avait la fatuité de se placer dans la suite logique des 2 précédents. En fait, comme Steve Jobs avant lui, Elon Musk est allé chercher Walter Isaacson et lui a déroulé le tapis rouge afin que sa biographie figure dans la lignée de personnages considérés comme des génies comme Léonard de Vinci ou Albert Einstein. Mais alors, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est pour vendre plus de bouquins? Est-ce que c'est pour être encore plus connus? Est-ce que c'est pour avoir leur tête dans les relais de toutes les gares de France? Et ben en fait, derrière tout ça, il y a surtout un enjeu industriel, c'est-à-dire que ces entrepreneurs s'adressent pas tant au grand public ou aux médias. Leur but, c'est pas de séduire les start-upers du monde entier qui vont stabiloter leurs citations inspirantes. Non, la cible à laquelle ils s'adressent, c'est des investisseurs. Ils sont effectivement une sorte de super incarnation marketing de leur entreprise. La crédibilité de leur business et donc leur capacité de financement dépendent de leur image. Comme le dit Anthony Galuzzo, mi-prestidigitateur, mi-évangéliste, ils ont pour métier de nous faire croire en l'organisation qu'ils incarnent. On considère par exemple que c'est grâce à l'image d'Elon Musk que Tesla est survalorisé en bourse. En fait, plus son image va lui permettre de faire grimper le cours de ses entreprises, plus un entrepreneur va être considéré comme puissant. Et donc pour ça, rien de mieux qu'une biographie officielle ou qu'un reportage autorisé, dans lesquels des journalistes soigneusement sélectionnés vont vous dévoiler les coulisses de la vie d'un homme sur lequel vous pouvez miser votre argent. Sa biographie, qui ne sort jamais du premier cercle, se fiche des questions sociales, bref, ne va jamais gratter là où ça aurait pu faire vraiment mal. Le livre n'est donc pas une enquête journalistique et c'est bien dommage. On est plutôt dans l'exercice d'admiration. Alors après, c'est vrai que dans ces biographies officielles ou ces reportages autorisés, on trouve quand même des éléments un peu négatifs. Des infos pas toujours reluisantes ou même des moments de vrai malaise. Je sais pas pourquoi il y avait des gens qui le suivaient chez lui avec ses enfants, sa femme et tout. Et sa femme, elle sort un truc horrible devant les caméras, mec. Ça m'a mis mal à l'aise. Et en fait, c'est aussi important que le reste pour construire une légende. Tous ces éléments bizarres et les coups d'éclat inattendus sont, quoi qu'il arrive, des super histoires à raconter et à re-raconter. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Quand Elon Musk rachète Twitter, par exemple, je te mets au défi de trouver un reportage qui ne mentionne pas le fait qu'il soit arrivé avec un évier dans le hall de l'immeuble pour faire un jeu de mots qui sera repris partout. Il fait irruption dans le hall de l'entreprise, hilar, avec un lavabo dans les bras. Let that sink in. Une manière pour Musk de prévenir, il va y avoir de gros changements dans la boîte. Tous ces éléments ne sont pas forcément faux, mais ils imposent un cadrage, celui voulu par Elon Musk. Et une fois que la légende d'un entrepreneur est bien installée, ce cadrage prend la place d'une vérité universelle quasiment impossible à contredire. Voici par exemple comment Anthony Galuzzo nous raconte la manière dont s'est imposé le mythe autour de Steve Jobs. Les journalistes, documentaristes et biographes co-construisent le mythe de l'entrepreneur, se consacrant principalement à la compilation. Il s'agit pour l'essentiel de ramasser dans le stock des documents disponibles les témoignages, les déclarations, les anecdotes et les métaphores passées. Ainsi, les dernières biographies paraphrasent habilement les premières. Cette tendance à l'autoplagiat du collectif journalistique explique comment se perpétuent, malgré les démentis évidents, les mêmes idées fausses. Dans son autobiographie, Steve Wozniak, l'autre cofondateur d'Apple, s'agace de voir des histoires 1000 fois lues qui continuent de circuler alors qu'il les a réfutées en vain pendant des années. Il ne semble plus vraiment possible de déloger les éléments de langage et les histoires inventées de toutes pièces par les services de communication d'Apple. Ceux-ci se perdent dans la répétition, sont dilués dans la narration commune. C'est la même chose pour Elon Musk.
Genre vraiment, si tu cherches des infos sur lui, ça devient hyper compliqué de trouver autre chose que ce narratif élogieux. Et c'est sûrement ce qui explique que parmi nos 4 vidéos, il y en a qu'une, la plus récente, celle qui a été écrite dans le contexte de la réélection de Donald Trump, qui va chercher un peu d'enquête journalistique et qui s'appuie sur autre chose que des ressucés de biographie officielle. Parce que comme Steve Jobs avant lui, il a réussi à nous imposer sa version des faits. Pour faire cette vidéo, je me suis essentiellement basé sur un post de Dan Sylvestre qui parle de sa lecture de Elon Musk. Après j'ai remarqué que le post lui-même s'appuyait sur une vidéo de Thomas Frank, donc bref, voilà. Ces biographies font donc partie d'une stratégie de communication afin que, quelle que soit ta source, tu retombes toujours sur la même histoire, y compris quand tu regardes une vidéo de ton youtubeur préféré. Alors, si j'ai choisi de vous parler de ce sujet, c'est que personnellement, je regarde avec beaucoup d'inquiétude ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Depuis le retour de Trump, on entend de plus en plus parler de technofascisme, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies et du pouvoir de leurs grands patrons au service d'un gouvernement de plus en plus autoritaire et de moins en moins démocratique. Outre les saluts nazis, les politiques d'éducation, d'environnement et d'humanitaire subissent des coupes budgétaires historiques, la recherche subit une censure sans précédent, les droits des personnes trans sont de plus en plus sérieusement menacés, et on a même vu 2 militants pro-Palestine se faire arrêter violemment en pleine rue. C'est kidnapping? Les choses évoluent tellement vite que je sais pas où on en sera au moment où tu regardes cette vidéo, mais en tout cas au moment où je la filme, le pouvoir américain met à l'honneur les partis et les influenceurs d'extrême droite un peu partout dans le monde. On les a vus soutenir Marine Le Pen, mais aussi réhabiliter Andrew Tate et même Tommy Robinson, le mec à l'origine des émeutes racistes qui ont bouleversé l'Angleterre l'année dernière. Depuis lundi, c'est tout un climat de haine islamophobe qui se propage au Royaume-Uni. Et là, dernièrement, j'étais en train de lire un reportage du journaliste Anthony Mansuy pour Society, qui en février dernier était allé couvrir la CPAC, la grande réunion mondiale des leaders de l'extrême droite, où d'ailleurs il y avait Star Knafo et Jordan Bardella qui étaient présents. Et ben dans cet article, il fait le lien entre cet événement et ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres, à savoir l'incendie du Reichstag ou la marche sur Rome, les événements qui ont conduit les régimes fascistes et nazis au pouvoir. Et je t'avoue que personnellement, ça me fait peur. J'ai peur pour les Américains, j'ai peur pour les gens partout dans le monde, mais j'ai aussi peur de ce qui pourrait arriver chez nous. Et en fait, cette peur, je crois qu'elle m'empêche un peu de réaliser ce qui est en train de se passer sous nos yeux. En fait, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter sur ces 3 youtubeurs et avoir cette réflexion avec vous. C'est parce que je pense que comprendre comment fonctionne le mythe de l'entrepreneur autour d'Elon Musk, et comment, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ça nous avait toutes et tous impacté, j'ai l'impression que ça m'a justement aidé à comprendre pourquoi on avait du mal à réaliser ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aveuglé par le mythe de l'entrepreneur. En fait, pour faire simple, le mythe de l'entrepreneur fonctionne comme une sorte de miroir déformant de la réalité. T'as l'impression d'y voir quelque chose de réel, mais en fait, certains éléments sont beaucoup plus gros et d'autres beaucoup plus petits qu'en vrai. Par exemple, imaginons que, comme nos youtubeurs, là, t'as envie de raconter l'histoire extraordinaire des innovations de la Silicon Valley. Tu vas devoir t'intéresser à son histoire économique, à quasiment un siècle d'investissement militaire américain concentré sur ce tout petit territoire. Cette histoire va te permettre de comprendre comment l'apparition de l'informatique est le résultat d'énormes investissements publics, à la fois en termes d'infrastructure et de formation d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est quoi les ingrédients de la Silicon Valley? D'abord un climat très agréable. Ensuite la disponibilité de personnel technique très qualifié, très capable. Aussi la disponibilité de capitaux qui permettent le fonctionnement d'une industrie de pointe. Ou alors tu te fais pas chier avec tout ça, puisqu'avec le mythe de l'entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre quelques personnages clés et d'expliquer que c'est eux qui ont tout inventé. L'économie, les entreprises, l'innovation et tous les phénomènes complexes sont simplement des histoires d'ambition intime, de psychologie humaine ou de volonté individuelle, et l'histoire de la Silicon Valley est résumée autour de l'aventure de quelques geeks qui, par un merveilleux hasard, travaillent tous sur le même trottoir. Les locaux de PayPal sont à quelques mètres de ceux de XCOM, sur le même trottoir, à Palo Alto, une ville de la Silicon Valley. Elon Musk décide de partir à la rencontre des 3 fondateurs d'à côté, 3 geeks passionnés de code et persuadés que leur technologie va changer le monde. Donc ça propage des idées qui sont relativement fausses et simplistes sur l'économie. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer qu'une entreprise, elle va dans telle direction parce qu'à sa tête, il y a tel individu. C'est comme une voiture, un bolide, vous avez un pilote. Il conduit, il veut aller à gauche, il tourne le volant à gauche, et ça va à gauche, et voilà. L'entrepreneur, c'est très pratique parce que ça permet de tout simplifier, d'expliquer que bon voilà, si cette entreprise géniale a inventé ce produit, c'est parce qu'il y avait un entrepreneur génial qui a tout pensé et qui a tout réalisé. Encore une fois, on est sur l'idée de la créature démiurgique, inventeur de notre monde de A à Z. Bon alors tu me diras, qu'est-ce qui factuellement est faux dans le mythe autour d'Elon Musk? Je vais prendre un exemple qui pour moi illustre assez bien la manière dont on se fait retourner le cerveau, qui est celui de l'argent public. À force de nous expliquer qu'Elon Musk est à la tête de plein d'entreprises qui sont en train de révolutionner les voitures électriques, transformer les réseaux sociaux et lancer des fusées dans l'espace,
Et bah on finit par y croire. On se dit que pour réussir tout ça, il doit quand même être sacrément balèze. C'est comprendre comment il fait, quoi. Comment il fait? Parce que lui aussi, il a que 24 heures dans sa journée. Comment il fait? Alors comment il fait? Eh ben, il est subventionné par le contribuable américain. Entre les commandes publiques, les crédits d'impôt et les subventions, le Washington Post estime que les entreprises d'Elon Musk auraient reçu plus de 38 milliards d'argent public. Voici par exemple comment ça se concrétise avec SpaceX. Musk est passé maître dans l'art de surfer sur les besoins nationaux pour accoucher de beaux joujoux qu'il peut ensuite vendre à ses propres clients à des prix imbattables. Le plus amusant étant que dans le même temps, Elon Musk se positionne publiquement en libéral sans concession, affirmant que le principe de subvention est erroné et devrait tout simplement être supprimé. Une pratique de financement qui a sûrement de beaux jours devant elle, avec la nomination par Donald Trump d'un milliardaire proche de SpaceX à la tête de la NASA. Des entreprises comme Tesla ou SpaceX doivent donc tout autant aux actions d'Elon Musk qu'à la puissance publique américaine qui a jugé bon de les subventionner. On est censé croire qu'il gère de front, parce qu'encore une fois, quand on entend entrepreneur, on entend gestionnaire d'une entreprise, donc il gère de front 5-6 entreprises simultanément. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de parodie. Selon Anthony Galuzzo, toutes ces productions culturelles autour des figures entrepreneuriales s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler une littérature de communion. C'est pas fait pour t'informer ou pour t'apprendre des choses sur le fonctionnement concret des entreprises, de l'économie ou de l'innovation. Si c'est ce que tu veux, faut te tourner vers des travaux de recherche sérieux. Au contraire, ces discours sont faits pour qu'on se recueille devant le génie qui lance des fusées et qu'on admire ses exploits personnels. Il trouve que depuis les années 70, la conquête de la Lune, de l'espace, elle est un peu ramollie. L'insatiable Elon Musk se dit qu'il faut faire mieux et que lui, il compte faire mieux. Alors, sans se poser trop de questions, il fonde une entreprise aérospatiale privée. SpaceX doit devenir un vrai projet qui pourra faire le travail que ne fait pas la NASA. C'est une ode à ce fameux idéal méritocratique dans lequel la fortune est forcément synonyme d'intelligence puisque c'est le marché qui choisit les gagnants et les perdants. Alors dans cette fable, l'homme le plus riche du monde est forcément au-dessus de ses semblables. Je trouve ça cool de les écouter parce qu'ils ont des projets, des ambitions et une analyse des choses qui est fantastique. Et en plus, leur passé, leur carrière prouve qu'ils ont eu raison sur beaucoup de choses, qu'ils avaient anticipé des trucs très longtemps avant que ça arrive. Et je trouve ça remarquable et donc c'est toujours intéressant voilà, de suivre ces gens qui sortent du commun. Même s'ils ont leurs problèmes et leurs défauts, personne n'est parfait, bien évidemment. Quand le piège finit par se refermer. Le mythe de l'entrepreneur, c'est donc cette idée selon laquelle Elon Musk serait seul aux commandes de ses entreprises, capable à lui seul d'impulser le progrès technologique et de tracer la voie vers le futur. Alors évidemment, c'est pas le mythe de l'entrepreneur qui mécaniquement nous aurait mené vers un gouvernement autoritaire et une remise en question de la démocratie, encore heureux. Mais dans le cas précis d'Elon Musk, je trouve que ça lui a quand même bien servi de marchepied. Dans son essai La Nouvelle Internationale fasciste, le sociologue Hugo Paletta nous raconte à quoi pourrait ressembler l'arrivée d'un gouvernement fasciste aujourd'hui. On imagine souvent un climat de terreur avec d'immenses foules qui marchent au pas comme dans les années 30. Et bah selon lui, ça serait bien différent aujourd'hui. Ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on ramène le fascisme aux bandes armées ou à la militarisation de la politique, c'est que le fascisme ne se contente pas de matraquer, il séduit. Et si Elon Musk a séduit les foules autant qu'il est désormais craint, c'est parce que cette figure de l'entrepreneur star nous l'a présenté comme quelqu'un d'incontestablement efficace. Il aurait une sorte de force en lui qui fait qu'il est capable d'aller au bout des choses. Bref, aux US, il l'appelle Tony Stark parce que tout comme Tony Stark, il est extrêmement riche, il fait un peu ce qu'il veut, quand il a une idée, il va au bout. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Do you want the best car or do you not want the best car? Quand quelque chose ne fonctionne pas, Elon Musk peut entrer dans une telle colère qu'il ne répond plus de rien. Et évidemment, un tel niveau de génie, ça vient forcément contrebalancer ses défauts. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prône, tout ce qu'il dégage. Mais à côté, il y a des projets sensés, malins. Mais ça n'empêche que j'ai de l'admiration pour lui. C'est quand même un vrai génie, en vrai, quoi qu'on dise. Et quoi qu'on en dise, le mec est un génie. Ok, il a des défauts, il manque d'empathie, il est même parfois violent. Mais on peut pas lui enlever son génie. Là où il passe, il y aura probablement de la casse, mais au moins, il y aura un résultat. Et le résultat, tout le monde peut l'admettre, il est hyper impressionnant. Comme le montre cette infographie des Échos, au fil des années, Elon Musk est devenu de plus en plus obsédé par la politique américaine et l'Europe, notamment à travers le prisme de la criminalité et de l'immigration. Et il a eu beau radicaliser son discours, on est resté dans cette rhétorique du oui mais. Par exemple, la vidéo de Gaspard G sortie après l'élection de Donald Trump se conclut exactement là-dessus. Il y a un virage politique inquiétant, oui, mais ça reste un visionnaire. Alors, qui peut encore arrêter Elon Musk? Cet ingénieur brillant, visionnaire, excentrique,
politique, et j'espère que vous l'avez pas ressenti dans la vidéo, mais je veux vraiment pas enlever ce truc-là, mais qui est devenu quand même, en quelques années, le meilleur ami du plus radical des républicains. Et depuis, on n'est pas vraiment sorti de cette rhétorique. Il a payé des gens pour voter Trump? Oui, mais bon, il est comme ça, quand il s'implique, il va au bout des choses. Il est en train de démanteler l'État fédéral américain? Oui, mais au moins il agit. Il est transphobe? Oui, mais bon, sa propre fille est trans. Il fait des saluts nazis? Oui, mais il est neuroatypique. C'est donc ça, donc l'Allemagne de 33 à 45, elle a eu une grosse crise d'autisme en fait, c'est ça. Mais j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Le résultat de tout ça, c'est qu'à force de vouloir rester prudent et tout euphémiser, on finit par ne plus voir la réalité en face. Lorsqu'il effectue 2 saluts nazis lors de la cérémonie d'investiture du président de la première puissance mondiale devant les télés du monde entier, il y a de nombreux médias qui n'ont même pas su formuler clairement le problème. Et au lendemain de l'investiture de Donald Trump, c'est vrai que dans les médias français, on était un peu perdus. Est-ce qu'il fallait relever ce geste maladroit d'Elon Musk ou est-ce qu'il valait mieux parler d'autre chose? Allez, au hasard, il en a retenu quoi de cette folle journée du 20 janvier, Guillaume Erner, l'animateur de la matinale de France Culture? Et je regardais hier la cérémonie d'investiture de Donald Trump, un spectacle étrange, un homme vaticinant derrière son pupitre avec une drôle de posture, vous savez, à moitié affalée. À ses côtés, Melania, son épouse, elle portait un étrange chapeau qui aurait très bien pu faire la couverture du Vogue en 1963. J'ai même compté quelques chapeaux de ce style dans l'assistance. Et c'est là qu'une évidence m'est apparue. La force de Trump, c'est ce chapeau, ces chapeaux, c'est la nostalgie, bien sûr. Oui, d'accord, mais on l'a vu, le salut nazi, il a eu lieu. En fait, si j'ai choisi de m'appuyer sur les vidéos de ces 3 youtubeurs, c'est parce qu'elles permettent de faire le bilan sur cette fascination malsaine qu'il y a eu pour Elon Musk. Parce que si vous devez retenir une chose de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de neutralité possible quand on raconte la vie de quelqu'un comme Elon Musk. Alors après, j'ai pas la solution miracle, hein. Par exemple, Cyrus North a supprimé sa vidéo depuis. Je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est peut-être la solution. Ou alors faudrait peut-être refaire ses vidéos, les actualiser, expliquer que le contexte a changé. En attendant, il y a plein d'autres youtubeurs et youtubeuses qui ont prouvé qu'on pouvait faire des vues avec un angle critique sur Elon Musk. Et plus globalement, je pense qu'on a un travail à faire sur la place qu'on accorde à ces grands entrepreneurs, que ce soit sur YouTube, mais aussi dans les médias traditionnels, ou même dans notre rapport intime à ces figures. Contre ce bon sens qui voudrait que l'homme le plus riche du monde soit l'homme le plus puissant du monde, on peut proposer d'autres cadrages. Est-ce que c'est vraiment du bon sens de croire que quelques individus sont à l'origine de tous les grands bouleversements technologiques du monde? Si on reste dans ce type de cadrage imposé par Elon Musk, c'est sûr qu'il a gagné d'avance, donc autant laisser tomber tout de suite. Alors que si on est capable de remettre en question ce culte du génie, cette sacralisation de l'individu exceptionnel, en se désintoxiquant individuellement du mythe de l'entrepreneur, on pourra espérer se dresser collectivement contre la progression du néofascisme. Alors ces derniers jours, on est en train de voir apparaître de plus en plus de signes de fragilisation d'Elon Musk, de ses entreprises, mais plus globalement de la politique de Donald Trump. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un comme Elon Musk peut finir par se retrouver à être déchu? Eh ben, je vous propose de prolonger la réflexion dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne d'ici 2 à 3 semaines, dans laquelle on va faire un peu de politique fiction et essayer de se demander à quoi pourrait justement ressembler l'après Elon Musk. Alors en attendant, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Ciao!